Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un live spécial puisque c'est un live témoignage de reconversion. Je vais accueillir Emmanuel Turquet qui va nous partager sa reconversion, son passage de chef de projet et puis différents métiers dans le marketing à sa reconversion en tant que cuisine thérapeute. Emmanuel est aussi la fondatrice d'ailleurs de la cuisine thérapie et je vais l'accueillir. Elle nous rejoint. On va voir si tout fonctionne. Ta, ta, ta. Ça. Oui. Coucou Emmanuel. Coucou Gérald, ça va bien? Attends, comme tu le sais, c'est mon premier live sur Instagram, donc je suis en train d'innover grâce à toi. Merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça me fait très plaisir. Avec plaisir, je suis vraiment heureuse de t'avoir parce que moi, Emmanuel, c'est quelqu'un que j'admire, qui a un parcours extraordinaire. Je vais la laisser se présenter, mais je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu peux apporter plein de choses de par ton parcours, les conseils que tu peux donner. Donc, je sens que ça va être passionnant. Donc, je vais te laisser te présenter. Je me présenterai aussi rapidement pour les personnes qui viennent de ton compte. Et puis après, j'ai plein de questions à te poser. Eh ben, génial. Alors, moi, je m'appelle donc Emmanuel Turquet. Je suis la fondatrice de la cuisine thérapie, qui est une méthode d'accompagnement et de développement personnel dont on aura, je pense, l'occasion de parler. Peut-être les mots-clés à ce stade, c'est inspiré d'art-thérapie et basé sur l'improvisation culinaire. Et j'ai pas du tout fait ça à l'origine, puisqu'à l'origine, je bossais dans un grand groupe industriel. Donc vraiment, c'est l'histoire d'une reconversion, la cuisine thérapie. Génial. Super. Juste quelques mots sur moi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Géraldine Tual. Je suis la créatrice de l'école pour trouver sa voie et j'accompagne les personnes qui ne se retrouvent plus dans la situation professionnelle, mais qui sont perdues parce qu'elles ne savent pas quoi faire, à trouver leur voie, à trouver une activité qui leur correspond et puis à oser faire ce changement de vie professionnelle. Donc, parlons justement de changement de vie professionnelle quand on a fait un mot. On va revenir un petit peu sur le début de ta carrière. Tu disais que tu travaillais dans un grand groupe industriel. Quel métier tu faisais et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Est-ce que c'était un choix? Comment tu es arrivée à ce début? Ouais. Alors, moi, j'ai une formation école de commerce. Donc, quand on fait une école de commerce et quand on en sort, on a un parcours un peu tracé. Enfin, moi, j'étais dans une dominante marketing, donc j'ai cherché du boulot et j'ai trouvé du boulot chez Engie. Un peu par hasard, parce que alors Engie à l'époque ça s'appelait encore Gaz de France, mais c'était un peu par hasard parce que pour ne rien te cacher, c'est ma sœur jumelle qui avait été contactée pour un stage et elle ne pouvait, elle avait déjà trouvé son stage, donc du coup elle n'a pas pu rentrer chez eux. Et moi je leur ai dit, moi je suis déjà diplômée, donc je peux pas accepter un stage, mais si on trouve un moyen de faire une mission d'intérim, avec grand plaisir. Et voilà. Et donc je suis rentrée chez eux un peu par hasard comme ça. Et puis, bon an, mal an, j'ai passé plus de 15 ans chez eux, sans vraiment l'avoir ni anticipé, ni m'être vraiment posé la question, est-ce que c'est ça que je veux faire? Je m'éclatais dans ce que je faisais, je trouvais mon boulot vraiment intéressant, mais c'était pas une vocation de travailler dans un grand groupe comme Engie, quoi. Mais en tout cas, j'y ai passé des très très belles années, ça c'est sûr. D'accord. Et quand tu as choisi l'école de commerce et la redirection marketing derrière, c'était une envie. Comment ça s'est fait en fait? Tu t'es dit oui, c'est ça que je veux faire? Non, non. Enfin, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu étais bonne élève, tu avais deux options. Tu partais en voie scientifique ou tu partais en voie école de commerce. Voilà. Et moi, j'étais tout sauf scientifique, donc du coup, j'ai fait une prépa HEC. Et voilà, j'ai décroché une école à Lyon je suis rentrée en école de commerce. Franchement, non, j'étais sur des rails, quoi. Enfin, et je sais pas si c'est encore une fois, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais je me suis pas posé la question. J'étais bonne élève, donc on m'a orientée vers une prépa. Quand je dis on, c'est tout le système, c'est mes parents bien sûr, mais c'est aussi l'éducation nationale, les profs, voilà. Et du coup, voilà, j'ai fait une prépa assez cotée et j'ai été bien préparée. J'ai beaucoup bossé et du coup, voilà, j'ai décroché une école de commerce. Et du coup, voilà, je suis rentrée dans l'école et j'ai fait mes 3 ans. Mais encore une fois, sans me questionner, c'était pas du pilotage automatique, mais enfin c'était voilà, je suis là, mais voilà, maintenant je vais au diplôme et puis après le diplôme, maintenant je vais chercher un boulot et puis c'est un boulot en CDI bien sûr. C'est une grosse boîte, voilà, ça le fait et tout ça. Donc ça s'est fait, c'est un peu comme si j'étais dans une espèce de rouleau compresseur et ça se fait presque à l'insu de mon plein gré quoi. Ça se fait parce que voilà, c'est ça qui déroule quoi.
Ouais. Et du coup, tu es resté assez longtemps finalement chez Engie. Ouais. Alors assez longtemps, mais avec un parcours déjà un peu qui laissait présager de la suite. Parce que Ouais. oui, officiellement, je suis restée 15 ans. Mais en fait, dans les 15 ans, il y a eu 4 ans de suspension de contrat de travail pour aller créer une boutique de décoration et d'artisanat asiatique à Paris. Donc, j'étais déjà devenue entrepreneur il y a quelques années. Ouais. Et j'avais d'ailleurs adoré cette période-là parce que c'était un nouveau métier pour le coup. C'était vraiment un métier au contact de la clientèle où tu voyais des gens sourire à longueur de journée. Enfin, j'avais vraiment l'impression que ce que je faisais avait du sens, tu vois, de voir des gens heureux de s'être offert ou d'offrir quelque chose autour de la déco, ça me faisait vraiment triper. Et puis ça ne fonctionnait pas suffisamment, donc du coup j'avais réintégré le Bercail, donc NJ, quelques années après. Mais voilà, c'était pas 15 ans non-stop, il y a eu des petites périodes d'interruption sur ces 15 années-là, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette première, cette suspension de travail Ouais. pour la fin? Et ben en fait, j'étais partie en 2004 pendant 7 mois en Asie. En Ouais. congé sabbatique, vraiment complètement à m'arrêter et me dire on va voir on va aller voir là-bas si j'y suis en fait. Et en fait 7 mois c'est juste génial. J'en parlais encore il y a pas très longtemps. Déjà je trouve que ça devrait être obligatoire tellement on en apprend sur soi. Et puis surtout 7 mois c'est un moment vraiment assez incroyable pour vivre des choses, pour mieux se connaître, pour se frotter un petit peu à d'autres cultures, à d'autres façons de faire, etc. Et du coup en rentrant en France je me suis dit non mais moi, j'ai pas du tout envie de refaire, me rasseoir derrière mon ordinateur et tout ça. Enfin, quand bien même, encore une fois, je crache pas sur la soupe. J'ai vécu vraiment des choses super chez Ouais. NJ. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, l'idée de créer une boutique est venue, mais hyper rapidement. Du coup, je me suis dit je suspends mon contrat de travail, comme ça je fais l'essai. Et si jamais ça marche pas, il sera toujours temps de revenir, de réintégrer mon poste, puisque c'est ce que proposait la boîte à l'époque. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs toujours d'actualité. Et voilà. Et donc du coup, j'ai ouvert cette boutique. Ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, je me suis dit, le chiffre d'affaires progressait. De ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, j'arrivais toujours pas à me payer un salaire. Et du coup, je me suis dit non, ça peut plus durer. Il faut que j'arrête, etc. Et du coup, j'ai réintégré. Mais ce qui est important, c'est que j'ai réintégré avec beaucoup de satisfaction et avec beaucoup de fierté. J'avais des anciens collègues qui me disaient oh là là, c'est pas trop dur, cet échec et tout ça. Je disais mais non, quel échec. Enfin, j'ai essayé, j'arrive pas à me payer, donc je rentre. Mais je le vis tout sauf comme un échec. Pour moi, c'était une super aventure. J'ai appris plein de choses et ça m'a conforté dans plein de choses. Ça m'a donné une confiance en moi que j'avais pas avant parce que je me suis rendu compte, que j'arrivais à faire plein de choses toute seule. Puis créer une boîte et clôturer une boîte, rien que ça, c'est formateur. Donc non, je l'ai vraiment vécu comme une super expérience. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, pour moi, je suis rentrée plus forte que quand je suis partie. Et puis, je suis rentrée aussi avec l'idée que j'avais plus rien à prouver, ni à moi, ni aux autres, que ça m'avait vraiment solidifié cette expérience-là. Il y avait vraiment quelque chose de très fort qui s'était passé grâce à ça. D'accord. Et juste pour rebondir, c'est vrai que c'est assez. En France, on a un peu cette image très négative finalement de l'échec. Si tu arrêtes une boîte, c'est que tu as échoué, c'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est très important notamment si on a envie de se reconvertir, de toujours envisager toutes nos actions, même si ça ne marche pas comme prévu, ce ne sont pas des échecs, des sources d'apprentissage. Et c'est un excellent exemple. Ça t'a permis d'être plus forte, de te sentir plus solide et plus ancrée. Ouais, et donc, complètement. tu es rentrée du coup chez Engie. Est-ce que tu t'es dit, voilà, je repars là-dedans et puis je continue dans cette entreprise, ou est-ce que tu avais déjà en tête l'idée de faire autre chose? Alors non, j'avais pas encore l'idée de faire autre chose en tête, mais je me doutais bien que ça allait bien me retitiller bientôt, puisque je me souviens, une des premières choses que j'ai faites en rentrant, c'est de me dire, si jamais j'ai envie de repartir, j'ai quoi comme délai de carence avant de pouvoir envisager autre chose. Donc je connaissais ce délai-là, qui était un délai de 3 ans, je crois, de mémoire. Donc non, j'avais pas du tout l'envie de faire autre chose, et puis surtout, j'avais pas d'idée. Et puis aussi, on m'a proposé un super poste en management. Et c'était la première fois que je faisais du management de ma vie. Et franchement, j'ai appris, c'était énorme, quoi. Enfin, j'ai vraiment appris énormément de choses. Ce qui avait de très challenging, c'est que je prenais en management mon équipe, mes anciens collègues. Donc, on me faisait monter d'un cran dans l'organigramme de l'entreprise, mais je prenais en management direct des gens qui, quelques heures avant qu'on leur annonce, étaient encore mes anciens collègues. Et donc, du coup, ça a été encore une fois une expérience incroyable, hyper formatrice. Parce que moi, ça m'a permis de me positionner. J'ai mis longtemps. J'ai un exemple que je trouve drôle, mais
j'ai mis longtemps à me positionner comme le manager de l'équipe. Au démarrage, quand on recevait des gens des prestataires, bah, mon équipe on faisait un tour de table, mon équipe, chacun des personnes se présentait et tout. Et moi, à la fin, je disais, moi, je suis Emmanuel, je travaille dans l'équipe et tout ça. Et le moment où j'ai pu dire, moi, je suis Emmanuel, je suis la responsable de l'équipe, mais il s'est passé des mois, tu vois, avant que je fasse ce switch-là. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, cette expérience, elle a été ultra enrichissante. Elle m'a vraiment permis de me positionner, de prendre ma place, de me dire que j'avais rien de plus ou rien de moins qu'eux, mais qu'en tout cas, là, sur ce jour-là, à partir de ce moment-là, j'avais pas le même poste qu'eux et que voilà, il fallait que j'assume tout ce côté-là aussi, quoi. Donc cette expérience, finalement, au retour de la boutique, elle a été juste géniale. J'ai adoré devenir manager. À l'époque, j'avais une copine qui me faisait le parallèle entre devenir manager et devenir maman. Et sur le coup, je me disais, qui m'avait fait quelques années auparavant ce parallèle-là. Et sur le coup, je me disais, elle exagère un petit peu. Et en fait, non, tu fais grandir une équipe comme de la même façon, je pense, puisque je ne suis toujours pas maman, tu fais grandir des enfants et tu les accompagnes, tu les aides à prendre leur place et tout ça. Donc voilà, le parallèle, je l'ai très bien vu pour le coup après. D'accord. Et alors, donc tu plaisais dans ce poste-là. Ouais. Mais ceci dit, t'es quand même passé parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Alors, plusieurs choses. Déjà, je bossais comme une cinglée. Vraiment, c'était une phase de ma vie où justement j'avais tout ça à prendre en charge au niveau de l'équipe, tout ce développement personnel pour justement moi prendre ma place, etc. J'avais du mal à lâcher prise, à déléguer, etc. Donc du coup, je bossais énormément, peut-être même plus qu'avant, pour vérifier que c'était bien ce qu'on me livrait de la part de mes équipes, que c'était ok de le livrer tel quel, qu'il fallait pas que je le relise, etc. Donc du coup, je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est pas toi de bosser autant. Enfin, c'est pas, voilà, t'es pas une workaholic, t'es pas quelqu'un qui a besoin de sortir à 20h30 du boulot pour se prouver qu'elle existe, etc. Enfin, voilà. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, non, mais là, c'est trop. Il y a un truc qui va pas, c'est trop. Alors, il se trouve que j'avais cette conscience-là, alors que par ailleurs, c'était une période où j'étais célibataire et où du coup, j'avais pas cette espèce de garde-fou qui aurait pu me dire non mais là t'es mignonne mais tu ralentis quoi, tu vois. Donc c'est même pas ça, c'est vraiment de façon très intrinsèque, je me suis dit non là c'est trop, il y a un truc qui va pas. Et du coup, j'ai eu la possibilité de partir en Nouvelle-Zélande parce que j'avais un gars qui était avec moi en 4e ou en 3e, je sais même plus, qui m'envoie ses vœux et me dit écoute, bise de Nouvelle-Zélande. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous en Nouvelle-Zélande? Il me dit, Emmanuel, je t'ai déjà dit, j'habite en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, si tu as envie de venir passer quelques semaines là-bas, t'es la bienvenue et tout. Donc, ni une ni deux, comme je bossais beaucoup, je me suis dit, mettre 20 000 kilomètres entre mon boulot et le lieu où je vais être, c'est la meilleure des idées qui soit. Et donc, du coup, je suis partie à 20 000 kilomètres de la France. En vacances? En me disant, en vacances, en vacances, initialement 1 mois, en me disant, je vais lâcher. En 1 mois, je serai pas sur le même fuseau horaire. J'ai 12 heures d'avance sur eux et tout. Donc, je vais complètement lâcher. Je ne vais lire aucun mail. Ce que j'ai réussi à faire. Au retour, j'avais 600 mails ou je sais pas quoi. Je les ai tous effacés. Je n'en ai lu aucun. En disant, si je dois les lire, s'il y a quelque chose d'important, ça va remonter. Je fais confiance à mon équipe et tout ça. Et donc, je suis partie là-bas, donc 1 mois à vadrouiller, à me faire confiance, à prendre du temps pour moi et tout, à cuisiner un petit peu et surtout à cuisiner complètement différemment de comment je cuisinais en France. Je me suis vite rendu compte en fait que alors en fait j'y ai passé d'abord 1 mois et ensuite j'y suis retournée 3 mois en fin d'année 2012. Et c'est là que vraiment que j'ai cuisiné, parce que je me suis posée dans une maison et j'ai vraiment fait comme si j'étais néo-zélandaise. Donc j'ai vraiment pris mes marques, etc. Et du coup je me suis rendu compte que je cuisinais différemment en Nouvelle-Zélande parce que j'avais pas pris mes recettes. En France, j'étais quelqu'un d'assez perfectionniste et d'assez contrôlant en cuisine. Je cuisinais toujours avec des recettes. Je faisais vraiment en sorte de créer des plats qui soient évidemment les plus savoureux, les plus waouh, parce que je voulais épater un peu mes invités, mais qui soient aussi équilibrés, parce que c'était important que ce soit équilibré tout. Tu vois, tout le côté un peu contrôle fric. Beaucoup de pression là. Beaucoup de pression, ouais. Et en Nouvelle-Zélande, j'ai pas pris mes recettes, donc du coup, j'ai cuisiné complètement différemment, en lâchant prise justement avec le résultat, en lâchant prise avec ce que ça allait être, en me disant que ce qui était intéressant, c'était d'être avec les autres, de partager ce moment-là, etc. Et du coup, j'ai appris à cuisiner complètement différemment. Et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante, plus spontanée, que j'avais plus confiance en moi, en fait, aussi sur le fait que si ça se passait pas comme prévu, c'était pas grave, j'allais pouvoir rebondir, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que tout ça, ça dépassait largement le cadre de la cuisine et que c'était vraiment que ça venait colorer un petit peu toutes les autres sphères de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser la cuisine sans recette, puisque c'était vraiment ça qui avait fait la différence chez moi,
comme médiateur de développement personnel, quoi, pour aider des personnes à se reconnecter avec elles-mêmes, à lâcher avec le mental l'objectif de résultat, à se dire vraiment qu'elles pouvaient se faire confiance, qu'elles allaient savoir rebondir si ça se passait pas exactement comme prévu, etc. Et voilà, et la cuisine thérapie est née alors en 2013 en Nouvelle-Zélande. Et puis après, le temps de me former et de vraiment me dire, bon, cette fois-ci, je démissionne, je vais pas leur refaire le coup, je fais une suspension de contrat de travail, ça n'a pas de sens, voilà. Le temps de me former à la relation d'aide, à l'art-thérapie et tout ça, et j'ai lancé le 1er janvier 2015, quoi. D'accord. Donc, Voilà. tu savais déjà que tu voulais faire une activité autour de la cuisine thérapie dans le domaine de l'accompagnement. Ouais, alors je le savais pas en Nouvelle-Zélande, je le savais pas aussi de façon aussi claire. En fait, quand je suis rentrée en France fin 2012, j'ai dit à l'équipe dans laquelle j'atterrissais, parce que c'était vraiment ça pour le coup, hein, j'avais suspendu, enfin pas suspendu, mais j'étais partie pendant 3 mois, donc j'avais pas de poste qui m'attendait au retour, et je leur ai dit, moi j'ai envie de faire un bilan de compétences. Et alors pareil, pour moi, un bilan de compétences, ça devrait être remboursé par la Sécu, hein, tellement c'est important et essentiel de faire, enfin, un bilan avec un coach, bilan de compétences, mais en tout cas un moment où on réfléchit sur son devenir professionnel et pas que sur le devenir, sur d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a à son actif, etc. Enfin, j'ai trouvé ça richissime. Et du coup, j'ai décidé de ce bilan de ce compétences. J'ai été accompagnée par une coach et l'idée, c'était vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me sentais bien que il y avait 2 mots qui revenaient un peu en boucle. C'était le mot créatif et le mot relationnel. Et je sentais bien que c'était 2 choses qui étaient importantes pour moi, mais j'avais pas du tout l'idée de ce que ça allait être. Et j'ai tout ouvert. J'ai réfléchi aussi bien en tant que potentiel ergothérapeute, que comme fleuriste, que comme journaliste. Enfin, tu vois, je me suis aucunement censurée parce que la coach m'invitait à ça, justement. Et entre la 7e et la dernière séance, vraiment ric-rac, quoi, tu vois, vraiment à la toute fin, je me suis dit, mais la cuisine thérapie, est-ce que ça existe? Alors, pourquoi j'ai mis ces 2 mots ensemble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'est vraiment venu comme ça, quoi. Et je suis allée voir et je me suis rendu compte que ce qui existait, c'était la cuisine thérapie pour les malades, pour retrouver du lien social dans les maisons de retraite, pour retrouver de la motricité, faire travailler la mémoire, ou pour dans les prisons remettre les détenus en lien les uns avec les autres, etc. Mais qui n'y avait pas le côté développement personnel et puis qui n'y avait pas le côté sans recette. Et c'est comme ça que voilà, l'idée a été prise. Je te dis, enfin la décision plutôt a été prise en je sais pas 2 heures, quoi. Enfin, j'ai fait 2 heures de recherche et au bout de 2 heures, je me suis dit bon c'est ça. D'accord. C'était une évidence, quoi. D'accord. Il y a plein de choses qui sont super importantes dans ce que tu veux dire, justement, pour les personnes qui sont comme ça dans une phase, mais qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais? Et c'est vrai que c'est important je pense, de se faire accompagner. Il y a les bilans de compétences, mais dans les bilans de compétences, au-delà de juste de savoir quelles sont les compétences, vraiment de faire, comme tu dis, d'où on vient, où est-ce que j'ai envie d'aller, et de se laisser vraiment cette capacité d'explorer sans se censurer. Ça, c'est très, très important ce que tu as dit. Et ce que je trouve assez, c'est pas interpellant, c'est assez classique finalement. En général, le déclic, on arrive finalement à trouver qu'à la fin. Parce que ça demande du temps, en fait, déjà de s'autoriser à explorer, de tester plein de choses. Et c'est souvent sur la fin de l'accompagnement que parfois, justement, on trépigne, et voilà, quand est-ce que je vais trouver? Mais c'est souvent sur que tous, un peu comme un puzzle qu'on assemble et se dit, ah ouais, là, c'est ça. Exactement, ouais. Et donc toi, tu as eu cette idée là de cuisine thérapie qui est émergée, qui finalement fait beaucoup de sens avec avec tout ton parcours, avec tes envies. Donc tu as décidé de te former. Comment ça s'est passé après? Ouais. En fait, j'ai eu ma dernière séance avec la coach en disant ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était une excitation assez incroyable. Et du coup, je lui ai dit voilà, je pense que maintenant il faut que je prépare ma formation et tout ça. Et la dernière séance, on s'est dit ok, ça ressemble à de l'art-thérapie. Ok, je vais me former en art-thérapie. Ça serait bien que tu te formes aussi dans quelques outils, même si c'est juste des initiations, mais au moins quelques outils pour avoir des clés pour accompagner les personnes. Donc, je me suis formée un peu en PNL, un peu en analyse transactionnelle, en process com aussi. Et puis, je me suis dit, après, c'est vraiment un métier dans l'aide. Donc, il faut que je me forme à la relation d'aide. Donc, en fait, la dernière séance, finalement, ça a été le plan d'action, en gros, à identifier toutes les formations qui iraient bien. Mais je rebondis vraiment sur ce que tu dis, Géraldine. J'aurais pas trouvé toute seule. C'est parce qu'il y a eu cet espace, cette accompagnante aussi, mais c'est aussi cet espace, ce temps où tu te déposes sur ce genre de sujet, tu réfléchis à ce genre de sujet, et il y a quelqu'un qui fait miroir de ce que tu es en train de vivre et d'expérimenter tout ça. J'aurais pas pu trouver la cuisine thérapie toute seule. Tu pourrais me répondre, en fait, tu l'as trouvée toute seule. C'est venu comme ça et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était parce qu'il y avait cet espace régulier
et où je pouvais me déposer et dire où j'en étais, comment j'avançais et tout ça, que la cuisine thérapie a émergé dans ma vie. Clairement, je pense que toute seule, j'y serais pas arrivée. Enfin, je pense pas que j'y serais arrivée en tout cas. Parce que comme tu dis, l'effet miroir, il est très important et souvent, parce qu'il y a en nous, on s'en rend plus compte. C'est un peu comme les talents. On baigne tellement dedans que ça nous paraît assez anecdotique. Bah oui, non, mais c'est normal, tout le monde le fait. Mais non, en fait, c'est pas forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas inné, enfin, tout le monde ne l'a pas. Et donc, c'est vrai que l'effet miroir est très important dans ce genre de processus. C'est ça. Raconte-nous après comment tu t'es lancée dans le grand bain. Alors, le lancement dans le grand bain, écoute, je te dis, j'ai mis. Alors attends, j'ai l'idée de la cuisine thérapie en mai 2013, les derniers jours de mai 2013. Donc l'année et demie qui s'est écoulée après, je me suis formée. J'ai commencé aussi à négocier une rupture conventionnelle. Ça a pris du temps et c'était parfait. Alors ça a pris du temps parce que bien sûr, NJ à l'époque, rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? Vous êtes sûr? Enfin voilà, donc ça a été quand même un petit peu long à négocier. Mais moi, ça me convenait parfaitement parce que du coup, ça me permettait de prendre des vacances sur mon temps perso pour pouvoir me former. Donc du coup, je travaillais quand je travaillais et puis je me prenais j'ai grillé toutes mes semaines de congés payés à me faire des formations pendant cette année et demie là. Et du coup, j'ai vachement grandi en termes d'apprentissage bien sûr, et puis aussi vachement mûri mon projet, etc. Donc et puis j'ai fait des ateliers tests. Enfin voilà, je me suis vraiment mise en position de me dire voilà, dans bientôt, puisque j'avais évidemment pas cette idée de janvier 2015 en tête, je savais pas quand les négociations allaient aboutir, mais je savais que bientôt j'allais être à mon compte et vraiment me lancer, etc. Et du coup, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'invitations, enfin d'opportunités d'en parler. Et moi, je m'érige un peu en faux contre. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui se disent quand on a un projet, faut pas en parler, faut que ça reste un peu secret, tout ça. Non, moi je pense au contraire, faut le transpirer, faut en parler, faut pas hésiter, faut être vraiment toujours à en parler pour faire émerger les idées. Et puis aussi continuer à se nourrir, parce que moi j'ai énormément lu aussi sur cette période-là. Pour voilà continuer à me nourrir et même me faire grandir dans cette réflexion-là. Donc ça s'est fait de façon assez naturelle le démarrage. Et pourtant, mais je pense que ça tu ne le sais que trop bien. Et pourtant le démarrage c'est clé et on a vite fait. En tout cas moi j'ai eu vite fait de me planquer derrière mon ordinateur, de me dire ça y est on m'a pas vu. Je développe. Et voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment très rapidement je me dise mais il faut que je m'engage vis-à-vis de certaines personnes pour pouvoir arrêter la procrastination et puis pouvoir vraiment me dire je fais ça avec un objectif de développement commercial, de développement de mon activité, etc. Et donc très vite ça a duré. Je crois les 3 premières semaines je glougloutais un peu toute seule et au bout de 3 semaines je me suis dit non allez là il va rien se passer. Donc j'ai demandé à une très bonne amie si elle était d'accord pour relire mon plan d'action, enfin me checker plutôt sur mon plan d'action à la fin de la semaine et me contrôler et me demander des comptes, voilà. Et elle a accepté bien sûr et c'était génial parce que c'est quelqu'un qui est vraiment directrice générale dans une boîte, donc qui te laisse pas j'ai le mot sur le bout de la langue. Qui te laisse pas contourner l'obstacle, voilà, qui te met face qui te confronte face à tes difficultés. Et du coup, on a eu, je sais pas, pendant 15 jours, elle m'a confrontée le vendredi soir. Et puis après, c'était parti. J'avais pas besoin de m'engager vis-à-vis de quelqu'un. J'étais partie dans des bonnes dispositions, quoi. Mais ça, en tout cas, j'ai trouvé ça, pour moi, c'est vraiment un facteur clé de succès de s'engager vis-à-vis de quelqu'un sur des plans d'action précis. Et de pouvoir se dire, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Je sens qu'il y a un petit truc qui coince. Voilà, et être vraiment réglo et authentique avec soi-même au démarrage avec quelqu'un d'autre et ensuite avec soi-même par rapport à ce qu'on met en place pour son activité, quoi. Ouais, ça c'est très juste. Enfin, il y a 2 points là que tu viens d'évoquer qui sont juste la communication sur son projet. Alors déjà, il faut quand même attendre le bon moment pour au moins être sûr de ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est quand même une première étape, sinon on peut vite se faire chambouler par l'entourage. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est clair, en parler, parce que déjà le fait de s'entraîner à en parler, ça permet aussi de se conforter dans ce qu'on veut faire, d'être plus clair sur son projet. Et il y a aussi cet engagement finalement quand tu communiques. Et comme tu dis, c'est une excellente chose que tu apportes là sur le fait d'avoir, il y en a qui appellent ça de business partner ou partner je sais pas quoi, mais d'avoir quelqu'un avec qui on a des comptes à rendre en fait. Ça nous permet vraiment de s'engager et quel que soit finalement le
le chemin où on est dans sa reconversion, même si au début, ou qu'on a déjà des idées, le fait de dire, ok, bah tiens, en fait, voilà où j'en suis, ce que j'ai envie de faire pour la semaine prochaine, j'ai envie de travailler sur telle chose. Ça permet vraiment de se mettre en mouvement parce que, comme tu dis, bah, c'est facile de se remettre finalement dans son activité classique, de se trouver plein d'excuses parce qu'on se trouve plein, tout pour C'est clair. C'est clair. Et c'est facile aussi de s'éparpiller. Et ça, moi, les personnes que je forme aujourd'hui, j'essaye vraiment de leur transmettre cette info-là, enfin, ce conseil-là. On a tendance à se dire, ah oui, faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, et donc on a une espèce de truc qui ressemble plus à rien tellement il y a de tâches. Et moi, je pense qu'une de mes erreurs au démarrage, ça a été de vouloir faire beaucoup de choses en même temps, versus me focuser sur vraiment ce qui allait me permettre de développer l'activité. Et ça, j'ai mis de longues années à le comprendre, et je pense que c'est ça qui m'a manqué au démarrage. Dans les facteurs clés de succès, je pense que je rajouterais aussi ça. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans une entreprise, finalement, on a un peu les grandes entreprises en modèle qui communiquent, juste si on prend la communication, qui communiquent sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux. Sauf que quand on démarre, on n'a pas le temps, bien sûr, on n'a pas les ressources, et donc c'est très important en effet de se cadrer et exactement. D'y aller étape par étape. Et quand on sera vraiment développé, là, on peut élargir. Et donc, exactement. Tu as bien élargi, donc raconte-nous parce que le mouvement, la communauté cuisine thérapie. En fait, au début, moi, quand je dis que je me suis un peu éparpillée, à la fois c'est une erreur et à la fois c'était obligé parce que je développais un nouveau concept. Donc il fallait forcément que je prouve quelque part que ça marchait avec le grand public, avec les personnes type toxico, personnes en maison de retraite, avec des entreprises. Donc j'ai fait du coaching d'équipe, etc. Donc c'est vrai qu'au début j'avais plein de cibles. Pardon. Et très rapidement j'ai eu des échanges avec des personnes qui me disaient, moi j'aimerais bien que vous me formiez à votre méthode. Et bon, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu incongru comme demande parce que, encore une fois, j'essayais vraiment de développer tout azimut. Et puis, au final, à un moment, je me suis dit, mais oui, il y a peut-être quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et donc, en fait, depuis mi-2018, j'ai commencé à former des praticiens à la cuisine thérapie. Donc, dans ces praticiens, c'est aussi bien des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide, donc des thérapeutes, des diététiciens, des sophrologues, des naturopathes, etc., des infirmières qui veulent avoir une corde de plus à leur arc et du coup qui se disent tiens, pourquoi pas la cuisine thérapie. Et puis de l'autre côté, l'autre proportion, l'autre moitié, c'est des personnes qui sont en reconversion et qui se disent moi j'ai besoin de trouver du sens à ma vie, à mon métier, etc. Tiens, la cuisine thérapie me branche bien. Et donc voilà, depuis mi-2018, j'ai développé une formation. Alors c'est essentiellement une formation en ligne, mais il y a aussi des temps en présentiel. Et l'idée, c'est que vraiment toutes les personnes puissent s'approprier les clés pour animer leurs propres ateliers auprès du grand public. Et ça a été assez timide au début parce que moi j'y allais un petit peu sur la pointe des pieds, etc. Et puis j'avais besoin aussi de rentrer dans le costume de la formatrice, que j'étais pas spontanément, je veux dire que ça a été quelque chose que j'ai été obligée de travailler aussi. Et puis voilà, les années aidant, les coachings aidants aussi, parce que on a aussi partagé toi et moi un coaching dans un mastermind qui a été en tout cas très révélateur pour moi. Eh bien, je me suis lancée de façon un petit peu plus large auprès de ce public-là, et aujourd'hui, c'est clairement mon public prioritaire, les personnes que je forme à la formation, devenir praticien cuisine thérapie. Et aujourd'hui, on est à presque 150 praticiens qui ont rejoint le mouvement. Alors, presque une cinquantaine d'entre eux sont déjà certifiés. Et puis, une centaine sont encore en cours de formation. Donc, ouais, ça fait des petits. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que, déjà, ça fait des petits pas qu'en France. Donc, il y a aussi la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre, le Québec, le Mexique et tout. Donc, ça, c'est super cool. Et puis, surtout, ça fait des petits, mais en étant hyper alignés avec les valeurs qui me sont chères et qui font vraiment la marque de fabrique de la cuisine thérapie, à savoir la créativité, le fait de se reconnecter à soi, le fait d'être vraiment dans la liberté, c'est-à-dire on n'est pas là en tant que praticien pour imposer des choses à l'autre, on est vraiment là pour l'écouter, l'accueillir, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper, quoi. Clairement, aujourd'hui, c'est la cuisine thérapie jusqu'au bout, c'est sûr. Ouais. Alors moi, je peux témoigner parce que j'ai vécu la cuisine thérapie des deux côtés, à la fois en tant que j'allais dire que cobaye, mais c'est pas le bon mot, mais j'ai eu l'honneur tu as eu l'honneur de proposer des ateliers de cuisine thérapie. Et à chaque fois, ça a été assez incroyable, en fait, les révélations que je pouvais avoir, les déclics. Ça m'a toujours bluffé.
Donc, Ouais, vraiment, pour les personnes qui ont envie d'essayer un atelier de cuisine-thérapie, sans parler ici de reconversion ou pas, mais bien quel que sûr. soit, découvrir, tu nous en diras plus justement après où est-ce qu'on peut aller pour faire des ateliers, mais c'est une chose à essayer, je trouve, dans sa vie, parce que c'est Ouais, tellement, ça nous apprend tellement de choses sur nous-mêmes que moi, j'étais bluffée à chaque fois et à chaque fois, j'ai même du mal à mettre des mots dessus tellement ouais, ouais, c'est incroyable. Et ouais, puis, j'ai eu le plaisir aussi de faire ta formation de cuisine-thérapie carrément. naturopathe. Ouais. Et ça m'aide encore. Alors moi, je suis pas certifiée parce que j'ai pas fait les petits processus, Oui, mais j'ai quand même suivi toute la formation et, ouais, et c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément de choses, qui m'a aidé à construire mes accompagnements, que ce soit dans la naturopathie, dans le coaching, qui m'accompagne encore aujourd'hui parce que mm, euh, finalement, que l'on soit en effet dans un esprit de reconversion, qu'on soit déjà coach, thérapeute ou diététicien, enfin, qu'on travaille dans mm. l'alimentation ou pas, je trouve que en termes de richesse sur le métier d'accompagnant, elle est incroyable, ta formation. Merci. Oh, ça me touche beaucoup. C'est vraiment hyper gentil. Merci beaucoup. Donc, Mais c'est donc, clair que tu vois, pardon, Géraldine, c'est clair que la, le point vraiment sur lequel on est hyper vigilant dans cette formation, c'est clairement l'accompagnement. Parce que oui, révéler ce qu'il y a dans la méthode, comment je fais un atelier de cuisine thérapie, ça peut aller assez vite, tu vois. Mais pour moi, c'est pas juste qu'est-ce que je peux proposer comme consigne de créativité et tout ça. C'est toute la posture du praticien qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que l'accompagnement est un gros module dans la formation. Donc ça, c'est ouais. clair. Merci. Alors bah, justement, si aujourd'hui on a envie, on va parler des deux profils. Ouais, il y a Ouais, même trois profils, parce que finalement il y a des personnes qui sont là, qui se disent ah, tiens la cuisine thérapie, si j'ai envie de tester, voir un atelier comment ça se passe, ça c'est un premier type de personnes. Des personnes qui sont complètement en reconversion, qui se disent ah, ouais, tiens qu'est-ce que ça pourrait me plaire comme métier. Hop, je te pose toutes mes questions et puis après je te laisse ouais, répondre. ouais. Troisième cible, qui sont déjà en effet des personnes qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement. Comment tu pourrais les aider? Voilà, je te laisse. Ouais. Alors, les personnes qui veulent essayer un atelier de cuisine thérapie, c'est très simple. Sur mon site, donc cuisine-thérapie.com, il y a une rubrique qui s'appelle Devenir praticien. Et dans cette rubrique, d'ailleurs vous l'avez aussi dans la rubrique Les ateliers grand public, mais peu importe, vous allez voir une carte de France et une carte du monde d'ailleurs, avec en vision toutes les personnes qui aujourd'hui ont terminé la formation. Et donc auprès de ces personnes-là, il y a leur mail, donc vous pouvez tout à fait prendre contact avec elles et leur demander si c'est possible de faire un atelier avec elles ou avec eux. Donc c'est super facile à organiser. Il suffit, voilà, encore une fois, d'aller sur le site cuisine-thérapie.com. Je ne sais pas si on pourra le mettre peut-être dans les commentaires après, mais voilà. Et puis ensuite, pour ce qui est de la formation, peut-être que l'idéal, c'est peut-être déjà de vérifier. J'ai un guide qui s'appelle, mais pareil, peut-être qu'on pourra le mettre dans les commentaires. J'ai un guide qui s'appelle Praticien cuisine thérapie, 10 questions pour savoir si ce métier est fait pour moi. Et là, pour le coup, ça peut être aussi bien pour des personnes qui sont en reconversion que pour des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide. Ça peut être déjà une petite entrée en matière pour essayer de voir si ça peut leur parler, ça résonne ou pas avec ce qu'ils s'étaient imaginé, etc. Donc c'est voilà les deux pistes que je suggère. D'accord, super, très bien. Je sais pas quelle heure il est là, une demi-heure. S'il y en a qui ont des questions ici, allez-y, profitez-en pour Emmanuel. Qu'est-ce que en attendant de voir des questions arriver, Ouais. justement pour des personnes qui se posent un peu des questions sur quoi faire, qui entament une reconversion, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors moi, c'est ce qu'on a déjà dit, mais je répète parce que ça me paraît vraiment, c'est de prendre un temps de réflexion, un temps et un espace, pas juste un temps, vraiment pour réfléchir à tout ça avec quelqu'un. Moi, je pense que vraiment se faire accompagner, c'est indispensable. Euh, pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, avoir quelqu'un qui te fasse un effet miroir, avoir un espace vraiment dédié à ces réflexions-là et tout, sachant que ça turbine tout le temps, hein. C'est pas juste quand tu es en reconversion, ça s'arrête jamais. Tu es tout le temps en train d'être aux affûts, à être nourri de tout ton environnement. Donc je pense que ça c'est vraiment indispensable.
Et puis réfléchir aussi. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de dispositifs qui sont en place en ce moment pour réfléchir à plusieurs. Parce que moi, j'ai fait le choix de réfléchir en one-to-one, en bilan de compétences, mais ça peut être aussi avoir des temps où on réfléchit à plusieurs sur sur ce qui pourrait nous faire vibrer. Et au-delà de cet accompagnement-là, moi, je pense que ce qui est vraiment hyper important, c'est de tester. C'est de se mettre en situation de vivre le métier de ses rêves. Et de regarder si vraiment c'est quelque chose qui nous fait toujours triper au bout d'une semaine, ou si non, on se dit que non, on l'a peut-être un petit peu enjolivé et finalement c'est peut-être pas ça qu'on aurait envie de faire. Je pense que c'est vraiment ça quand on cherche quand on veut se lancer. Et une fois qu'on est lancé, pour moi, ce qui est vraiment hyper important, j'avais fait un article sur les 5 erreurs que j'ai faites dans mes premières expériences, mes premières années entrepreneuriales. Un truc qui est vraiment hyper important, c'est là encore se faire accompagner. Ouais. Parce que on a tendance à procrastiner, à pas oser, à avoir plein de problématiques qui émergent ou qui se renforcent. Typiquement, les croyances par rapport à l'argent, le syndrome de l'imposteur, le complexe de pas être légitime et compagnie. Et je pense que vraiment l'accompagnement quand on se lance, il est aussi hyper important. Et puis, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ne pas hésiter à trouver des personnes auprès desquelles on va pouvoir s'engager pour vraiment passer à l'action, quoi, pour sortir du truc, du projet qui est super et en tout cas pour une mentale comme moi qui était super rassurant et puis en même temps hyper enrichissant. J'arrêtais pas de fignoler et du coup c'est mon dernier conseil, c'est y aller, quoi. Enfin, arrêter de. Enfin, on a un coach qui nous disait fait est mieux que parfait. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu. Il y a un moment, faut y aller, faut se lancer et se dire que son projet de reconversion, il va s'affiner avec tout ce qu'on va toutes les rencontres qu'on va faire, toutes les réflexions qui vont continuer à cheminer, etc. Donc, se lancer et puis se dire que il y a rien de gravé dans le marbre, on peut toujours affiner en cours de route, quoi. Exactement. Et pour moi, c'est vrai que souvent on se dit il faut trouver le projet parfait. Ouais. Et c'est d'ailleurs souvent quand on parle de trouver sa voie, c'est un peu comme trouver sa vocation, le truc qu'on va faire après toute sa vie. Mais non, en fait, on est tous en constante évolution et on a une envie là et en l'expérimentant, on peut se rendre compte que finalement, c'est encore autre chose qui va nous convenir aussi. Exactement. Sur la naturopathie, j'en suis venue au coaching et puis je me suis rendu compte que c'était finalement la vie professionnelle qui m'intéressait. Donc, j'en suis arrivée au coaching de reconversion professionnelle. Et en fait, derrière finalement toutes nos activités, il y a toujours un fil conducteur. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver ce fil conducteur et de se laisser évoluer, tester, expérimenter, changer et apprendre, comme tu disais tout à l'heure. En fait, chaque passe, c'est un apprentissage. Exactement, ouais. S'autoriser finalement et se dire, voilà, il y a rien de gravé dans le marbre. J'ai le droit d'essayer et puis on verra bien ce que ça va donner, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a un côté un peu vertigineux et en même temps, je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est de se dire, je vais essayer puis on verra bien. De toute façon, le risque, c'est quoi le risque finalement? Si ça marche pas, je ferai autre chose. Enfin, tu vois, il y a un moment, moi, je pense qu'on est de plus en plus, sans doute grâce à la crise sanitaire pour le coup, on est de plus en plus confronté à ce qu'on ne veut pas faire au niveau de son boulot. Ouais. Et les sacrifices qu'on n'a plus envie de faire, les pertes de sens qu'on n'a plus envie d'assumer, etc. Et du coup, la reconversion, à la fois, c'est hyper flippant parce que c'est un saut dans le vide, il y a un côté très vertigineux et tout ça. Et en même temps, c'est se dire, mais je redémarre pas à zéro. Là, j'ai autre chose, une nouvelle page, etc. Mais si cette page ne fonctionne pas, je suis toujours diplômée, j'ai toujours mon expérience que j'avais avant et je peux toujours aller chercher un nouveau boulot, quoi. Et s'enlever cette pression-là, je pense que c'est aussi un facteur clé de succès de se dire, voilà, tout va pas se jouer sur ce boulot-là. Si ça fonctionne pas, et dans 3 ans, 4 ans, je déciderai autre chose et c'est ok. Enfin, il n'y a pas de, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un échec, c'est un super apprentissage. Donc, Exact. Je pense que ça vaut la peine. Ouais, c'est très juste. Et là, tu parlais, il y a plein de mots là, vertigineux, flippant. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a eu des grandes peurs comme ça que tu avais, que tu as eu, tu as peut-être encore, et que tu as réussi à surmonter? Comment tu as fait? Mais tout le temps, en fait. Mais en fait, c'est pas des grandes peurs, c'est des peurs tout le temps. T'as la peur de est-ce que je vais y arriver? Moi, j'étais convaincue qu'il y avait un truc derrière, mais bon, les premières années, ça a quand même été compliqué, tu vois. Et puis, il y avait aussi ce côté, moi, j'étais vachement en pédagogie à expliquer ce que c'était, ce que ça n'était pas, que c'était pas un atelier cuisinière classique et tout ça. Donc, je me suis beaucoup essoufflée les premières années à essayer de faire entendre la voix de la cuisine thérapie.
Au début, j'arrivais pas à parler de cuisine thérapie. En plus, j'avais une autre marque ça s'appelait Papy Créative, donc tu vois vraiment rien à voir. Donc c'est un apprentissage de tout le temps. Après, c'est comment je vais fixer mes prix par rapport à la formation. Enfin, en fait, je trouve que l'aventure de entrepreneuriale, donc la reconversion, en fait, c'est un cheminement personnel dingue. Enfin, c'est fou de se transformer à ce point grâce à son boulot, en fait. Et on le dit pas assez. Et moi, j'ai vraiment envie de plus en plus de prendre la parole sur ce sujet. Un parcours professionnel, un parcours d'entrepreneur, c'est avant tout un parcours personnel. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné pour dézinguer des croyances, pour les identifier déjà, et puis pour les dézinguer derrière, parce que avec la croyance que l'argent c'est sale, tu peux pas réussir, par exemple, tu vois, pour ne citer que celle-là, mais il y en a des tonnes et des tonnes des croyances. Donc voilà, donc oui, des peurs, j'en ai toujours, j'en ai encore aujourd'hui de me dire est-ce que là ça va, est-ce que c'est pas too much, est-ce que tu vois, est-ce que les choses vont rester comme elles sont aujourd'hui. Enfin, des peurs, on en a tout le temps, mais il y a une telle passion que t'y vas, même si t'as peur, quoi. C'est une réplique connue, ça, non? J'y vais, mais j'ai peur. Donc, voilà. Si ça peut aider en termes de partage, il y a vraiment cet aspect-là, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est juste, par l'entrepreneuriat, c'est, en termes de développement personnel, c'est une accélération, parce que j'allais dire un outil, mais oui, c'est un parcours qui nous permet de vraiment prendre connaissance de soi, de qui on est, de ce qu'on a envie d'être, de nos croyances aussi, de nos conditionnements, qu'on peut forcément en tête. Et c'est vrai que plus on avance, en fait, plus on se rend compte que oui, on a toujours des choses à transformer, mais comme tu dis, il y a cette envie, il y a cette passion, et c'est ce qui fait qu'on bouge. Ouais, complètement. Chouette. Est-ce qu'il y a des questions, dites-moi, des personnes qui sont présentes ici? Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Emmanuel? Profitez-en. Parce que je suis pas sûre de les avoir vues. Je vois, c'est une vraie révélation. La peur de l'échec peut être vraiment puissante. Ouais, ça c'est sûr que c'est pour ça que c'est important de revoir un petit peu sa vision de l'échec et de la transformer. Ouais. Et puis se poser la question aussi sur la peur de l'échec. Ok, j'échoue et donc. Ok, et donc. Et donc, tu vois, et à chaque fois te dire oui, bon ok, j'échoue. Voilà, je reprends un boulot salarié, voilà. Mais se poser la question, enfin, envisager le pire justement pour se rendre compte que en fait le pire, c'est ok. Enfin, je vais pas me désintégrer parce que j'ai échoué dans ma reconversion. Tu vois, il y a toujours faire envisager le pire pour inviter les personnes à envisager du coup les parades, quoi. Qu'est-ce qu'elles feraient si ce pire advenait, quoi. Et je trouve que ça, on le fait pas tout seul. On le fait parce qu'il y a quelqu'un qui nous pose un jour cette question. Ouais, c'est vrai que c'est souvent cet exercice assez. Mais le pire, au pire du pire, au pire. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais peut-être que du coup, je vais me retrouver au chômage. Ok, mais le pire, mais peut-être que je vais pas retrouver de travail. Ah, je vais peut-être être à la rue. Mais au pire, et on se rend compte que là, on a toujours des ressources. Bien et sûr. souvent, la réalité, c'est que la peur, elle est toujours plus grosse que ce qui se passe en réalité. Peut-être je vais prendre le premier live. Avant de faire un premier live sur Instagram, on a peur. Alors, bon, la comparaison est peut-être pas la plus pertinente, mais on a peur, puis après on se dit, ah oui, bon, c'était juste un live. C'était juste ça. Ouais. Exactement. Je vois pas de questions par ici. Est-ce que toi, Emmanuel, tu as une dernière chose à ajouter? Non, enfin, moi, j'ai souvent cité cette citation qui, moi, voilà, qui sera écrite sur ma tombe, je pense, qui est une citation de Jack Canfield qui dit quand nous prenons la place qui est la nôtre, nous découvrons que nous sommes inébranlables. Et ben moi, ce que je souhaite à ta communauté et aux personnes qui te suivent, Géraldine, c'est que ces personnes puissent trouver la place qui est la leur, parce que effectivement, je vous confirme qu'on est inébranlable à ce moment-là, quoi. Et cette puissance-là, qui est pas de l'arrogance, qui est pas voilà, mais cette puissance-là, elle fait un bien fou à ressentir. Donc, je vous souhaite toutes et tous de trouver la place qui est la vôtre pour devenir inébranlable, du coup. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on sent très très bien chez toi. Oh. Il y a quelqu'un qui va démarrer la formation apparemment, Nat, je vois pas le nom. Ouais, qui nous rejoint bientôt là, effectivement. Super, tu vas t'éclater, Nat. Très bien, écoute, je propose qu'on conclue ce live puisque je vois qu'il n'y a pas de questions. Ouais. Je vais mettre le replay sur le site et je le mettrai sur YouTube, puis je remettrai les liens justement
de Génial. ton Ouais. du test dont tu parlais, des questions dont tu parlais. Voilà, toutes les Ouais. ressources nécessaires. Et puis, voilà, si vous voulez retrouver Emmanuel, donc il y a le compte Instagram Cuisine Thérapie, tu as une chaîne YouTube aussi, tu as ton site internet. Oui. Et une page Facebook. Enfin, voilà. De toute façon, on tape Cuisine Thérapie dans Google. Alors là, il y a Ouais. plein de choses. Il y a beaucoup Ouais. d'articles aussi de vidéos. Je dois régulièrement passer. C'est Ouais. un mouvement qui est incroyable, j'allais dire qui est en train, qui a déjà commencé à se mettre en forme, mais moi j'ai hâte de voir la suite. Ouais, moi aussi. Enfin, je vis déjà à plein le temps présent, mais j'ai hâte de construire la suite avec toute la communauté Cuisine Thérapie, ça c'est sûr. Super. Écoute, merci beaucoup Emmanuel pour ton temps. Merci à toi. Ouais. D'enseignement très riche. Je te souhaite une très belle journée. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Bye.